c'est Mercure, la planète qui ne devrait pas exister. À 58 millions de kilomètres du Soleil, si proche que le disque solaire apparaît plus de 3 fois plus large que depuis la Terre, se trouve une planète qui défie presque tous les modèles de formation planétaire. C'est la plus petite planète du système solaire, plus petite que la lune Ganymède de Jupiter, plus petite que la lune Titan de Saturne. Un monde si minuscule que si vous le placiez à côté de la Terre, il ressemblerait à une boule de billard à côté d'une balle de baseball. Sa surface est marquée par des milliards d'années de bombardement, cratérisée et grise, ressemblant tellement à la Lune que les premiers observateurs télescopiques ont eu du mal à les distinguer. Et pourtant, malgré sa petite taille et son apparence meurtrie, Mercure cache quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur. Sous sa fine croûte rocheuse, une coquille si fragile qu'elle ne représente guère plus qu'une pensée géologique, se trouve un noyau métallique occupant environ 85% du rayon de la planète et environ 70% de sa masse totale. Mercure est, en essence, une boule de fer avec une mince couche de roche. Aucune autre planète du système solaire n'a une telle proportion. Le noyau de la Terre, en comparaison, occupe seulement 55% de son rayon et 32% de sa masse. Mars et Vénus ont des ratios similaires. Mercure est l'exception, l'anomalie. La planète qui ressemble à un noyau sans corps. Voici le mystère central. Où est passé le manteau de Mercure? Quelque chose a dépouillé cette planète de la plupart de ses couches extérieures rocheuses, ou les a empêchées de se former dès le départ. Le résultat est un monde qui est absurdement dense pour sa taille. La densité non compressée de Mercure, ce que serait sa densité si l'on retirait l'effet de la compression gravitationnelle, est de 5,3 grammes par centimètre cube, plus élevée que celle de toute autre planète, y compris la Terre. Les matériaux à l'intérieur de Mercure sont, livre pour livre, plus lourds que ceux de tout autre monde rocheux que nous connaissons. C'est une balle de canon dans un système solaire de balles de baseball. Mais la bizarrerie ne s'arrête pas au noyau. Mercure est en train de rétrécir. Sa surface est parcourue par d'immenses structures en forme de falaise, des scarpes lobées, qui s'étendent sur des centaines de kilomètres et s'élèvent à plus d'1 kilomètre au-dessus du terrain environnant. Ce sont les rides d'une planète qui se contracte lentement et mesurablement, alors que son énorme noyau de fer se refroidit et se solidifie. La planète a perdu environ 7 km de son rayon depuis la fin de la période de bombardement intense. Et elle continue de rétrécir aujourd'hui. Mercure est un monde qui se replie sur lui-même, se resserrant comme un poing autour de son propre cœur en refroidissement. Et puis, il y a la glace. Au pôle de la planète la plus proche du Soleil, sur un monde où les températures de surface diurnes atteignent 430 degrés Celsius, suffisamment chaudes pour faire fondre le zinc et le plomb, il y a de la glace d'eau. De la vraie glace d'eau, confirmée et abondante, cachée dans les ombres permanentes de cratères polaires qui n'ont pas vu la lumière du Soleil depuis des milliards d'années. Sur la planète la plus chaude du système solaire intérieur, la glace a survécu pendant des âges géologiques dans l'obscurité perpétuelle, juste quelques degrés au-dessus du zéro absolu, tandis que le sol ensoleillé à proximité cuit à des températures qui détruiraient n'importe quel vaisseau spatial jamais construit. Mercure ne devrait pas exister tel qu'il est. Sa composition défie les modèles standards de formation planétaire. Son noyau est trop grand, son manteau est trop mince. Sa surface est trop jeune par endroits et trop vieille par d'autres. Son champ magnétique, bien que faible, ne devrait pas exister du tout pour une planète de sa taille. Et sa glace aurait dû s'évaporer ou se sublimer depuis longtemps. Chaque fait concernant Mercure soulève une question. Chaque réponse génère un nouveau paradoxe. Ce soir, nous allons démonter Mercure, couche par couche, mystère par mystère, et voir ce que ce monde étrange et brisé révèle sur la formation du système solaire, la nature des planètes rocheuses et les processus violents qui ont façonné chaque monde que nous connaissons. Parce que Mercure n'est pas seulement la plus petite planète,
c'est la plus extrême. Et les planètes les plus extrêmes ont toujours le plus à enseigner. Assurez-vous de vous abonner, car de nombreuses histoires cosmiques extraordinaires vous attendent. Mercure est connu depuis l'Antiquité. Visible à l'œil nu, c'est un point de lumière faible et insaisissable qui ne s'éloigne jamais beaucoup du Soleil, apparaissant brièvement au-dessus de l'horizon juste après le coucher du Soleil ou juste avant le lever, avant de disparaître dans l'éclat solaire. Les anciens Sumériens l'ont enregistré dès le 3e millénaire avant notre ère. Les Grecs lui ont donné 2 noms, pensant qu'il s'agissait de 2 objets distincts. Apollon pour l'apparition matinale, Hermès pour le soir. Ce sont les Romains qui l'ont nommé Mercure, d'après le messager ailé des dieux. Un nom approprié pour une planète qui complète son orbite autour du Soleil en seulement 88 jours terrestres, plus rapidement que tout autre. Cependant, pendant la majeure partie de l'histoire, Mercure n'était guère plus qu'un point lumineux dans le crépuscule. Sa proximité avec le Soleil rendait son observation à travers des télescopes extraordinairement difficiles. La turbulence atmosphérique près de l'horizon, où Mercure apparaît toujours, floutait les images au-delà de toute utilité. Galilée l'a observé, mais n'a pu résoudre aucune caractéristique. Pendant des siècles, les meilleures cartes de Mercure étaient essentiellement vierges, un petit cercle sans détails. La première sonde à visiter Mercure fut Mariner 10 de la NASA, qui a effectué 3 survols de la planète en 1974 et 1975. Ce qu'elle a découvert était superficiellement familier, une surface cratérisée qui ressemblait remarquablement à celle de la Lune. Mais cette ressemblance était trompeuse. Mariner 10 n'a photographié qu'environ 45% de la surface de Mercure, et même dans cette vue limitée, elle a trouvé des caractéristiques sans équivalent lunaire. Les scarpes lobées, d'énormes failles en forme de falaises courant à la surface, étaient sans précédent, n'ayant aucun parallèle sur la Lune ou Mars. Ils laissaient entrevoir un processus de contraction à l'échelle planétaire, sans équivalent ailleurs dans le système solaire interne. Mariner 10 a également détecté quelque chose d'inattendu, un champ magnétique. Il était faible, environ 1% de la force de celui de la Terre, mais il était bien présent. Un champ magnétique dipolaire global, généré en interne par une forme de processus dynamo dans le noyau de la planète. Cela était déroutant, car les théories dominantes suggéraient qu'une planète aussi petite que Mercure aurait dû se refroidir depuis longtemps, son noyau se solidifiant complètement et arrêtant toute dynamo. Et pourtant, il était là, un champ magnétique, faible mais indéniable, enveloppant Mercure dans une magnétosphère fragile qui déviait le vent solaire. La difficulté d'atteindre Mercure ne saurait être sous-estimée. Bien que Mercure soit beaucoup plus proche de la Terre que les planètes extérieures, il est paradoxalement plus difficile à atteindre que Jupiter. La raison en est la gravité du Soleil. Une sonde lancée depuis la Terre vers le système solaire interne gagne en vitesse en tombant vers le Soleil. Au moment où elle atteint l'orbite de Mercure, elle voyage beaucoup trop vite pour être capturée par la faible gravité de la petite planète. Ralentir nécessite d'énormes quantités de carburant, ou, alternativement, une longue série de survols assistés par la gravité qui réduisent progressivement l'excès de vitesse de la sonde. C'est pourquoi Mariner 10, bien qu'ayant atteint Mercure en 1974, n'a pu effectuer que des survols. Elle ne transportait pas assez de carburant pour entrer en orbite. Et c'est pourquoi Messenger, bien qu'ayant été lancée en 2004, n'est arrivée à Mercure qu'en 2011. Elle a passé 7 ans à effectuer un survol de la Terre, 2 de Vénus et 3 de Mercure, avant d'avoir réduit suffisamment sa vitesse pour entrer en orbite. Le voyage vers Mercure est une danse lente d'assistance gravitationnelle, nécessitant patience et précision, rivalisant avec n'importe quelle mission vers le système solaire externe. Il a fallu plus de 30 ans avant qu'une autre sonde spatiale ne visite Mercure après Mariner 10. En 2011, la mission Messenger de la NASA, Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging, est entrée en orbite autour de la planète, devenant ainsi la première sonde à réaliser cet exploit.
Au cours des 4 années suivantes, Messenger a cartographié l'intégralité de la surface, mesuré la composition des roches et du sol, caractérisé en détail le champ magnétique, sondé l'intérieur de la planète par le biais de mesures de gravité et découvert les dépôts de glace polaire qui avaient été suggérés par des observations radars terrestres dans les années 1990. Les découvertes de Messenger ont été prolifiques. Au cours de sa mission, la sonde a renvoyé plus de 277 000 images et des millions de mesures spectrales. Elle a révélé que la surface de Mercure est riche en éléments volatiles, soufre, potassium, sodium, chlore, qui auraient dû être évacués si la planète avait jamais subi le chauffage extrême suggéré par certains modèles de formation. Elle a cartographié la distribution de ces volatiles à la surface, trouvant des concentrations variant selon le contexte géologique. Elle a mesuré le champ gravitationnel de la planète avec une précision suffisante pour contraindre les modèles de la structure interne, confirmant un noyau massif et un manteau mince. Elle a détecté pour la première fois les cavités, ces étranges dépressions brillantes en formation active. Et elle a fourni les données qui, combinées avec les radars terrestres, ont prouvé l'existence de dépôts de glace polaire au-delà de tout doute raisonnable. La mission a également révélé que la surface de Mercure est remarquablement homogène à certains égards et étonnamment variée à d'autres. L'ensemble de la planète est recouvert d'un matériau sombre, pauvre en fer et riche en volatiles, qui est différent de la composition de surface de tout autre corps terrestre. La surface n'est pas basaltique comme celle des mers lunaires. C'est quelque chose de différent, une empreinte chimique unique qui reflète la formation et l'évolution particulière de Mercure. La mission s'est achevée le 30 avril 2015, lorsque Messenger, à court de carburant, a été délibérément écrasé à la surface de Mercure à plus de 14 000 km/h, créant un nouveau cratère d'environ 16 mètres de large, une petite addition à une surface déjà couverte de cicatrices d'impact vieilles de milliards d'années. Ce que Messenger a révélé a transformé notre compréhension de Mercure. La planète n'était pas ce corps mort et géologiquement inerte que beaucoup avaient supposé. Elle était dynamique, complexe et profondément étrange. Et les questions qu'elle a soulevées n'ont pas encore trouvé de réponse. Elles sont, en fait, la raison pour laquelle l'Agence spatiale européenne et l'Agence d'exploration aérospatiale du Japon ont lancé Bepi Colombo, la mission la plus complexe jamais envoyée vers Mercure, qui a achevé son 6e et dernier survol en janvier 2025 et est désormais en route pour entrer en orbite autour de la planète en novembre 2026. Pour comprendre pourquoi le noyau de Mercure est si extraordinaire, il faut d'abord saisir à quoi ressemble l'intérieur d'une planète rocheuse normale. Les 4 planètes terrestres, Mercure, Vénus, Terre et Mars, partagent toute une structure de base commune. Un noyau métallique riche en fer, entouré d'un manteau silicaté, surmonté d'une fine croûte silicatée. Cette structure est le résultat de la différenciation, le processus par lequel un protoplanète jeune et en fusion se sépare en couches, le matériau le plus dense, fer et nickel, s'enfonçant vers le centre, et le matériau plus léger, silicate, flottant à la surface. C'est l'équivalent planétaire de l'huile et de l'eau qui se séparent dans un verre. Pour la Terre, Vénus et Mars, les proportions sont globalement similaires. Le noyau représente environ 30 à 35% de la masse de la planète dans chaque cas. Le manteau, la couche rocheuse épaisse entre le noyau et la croûte, constitue la majeure partie du volume restant. La croûte, fine et fragile, n'est qu'une peau à la surface. Ce rapport d'environ 1/3 de noyau pour 2 pierres de manteau semble être le résultat naturel de la formation d'une planète rocheuse à partir du mélange de matériaux ferreux et silicatés présents dans le nébuleuse solaire. Mercure rompt complètement ce schéma. Son noyau représente environ 70% de sa masse et près de 85% de son rayon. Le manteau n'a qu'environ 400 km d'épaisseur, comparé à celui de la Terre qui atteint presque 2900 km. En proportion, le manteau de Mercure est plus mince qu'une pelure d'orange.
Pour utiliser une comparaison prisée par les scientifiques planétaires, la planète est essentiellement une balle de canon, une sphère de fer dense recouverte d'une fine couche rocheuse. Cette anomalie a été reconnue depuis les années 1970, lorsque les mesures de la masse et du rayon de Mercure effectuées par Mariner 10 ont confirmé sa densité extraordinairement élevée. Mais l'expliquer s'est révélé bien plus difficile que de la reconnaître. 3 grandes catégories d'hypothèses ont été proposées, chacune invoquant un mécanisme différent et un moment distinct dans l'histoire de Mercure. Aucune d'entre elles n'a été définitivement confirmée. La première hypothèse est celle du modèle d'impact géant. Dans ce scénario, Mercure se serait initialement formé comme une planète beaucoup plus grande, peut-être comparable en taille à Mars, avec un rapport fer-silicate normal. Au début de l'histoire du système solaire, ce proto-Mercure aurait été frappé par un impacteur massif qui aurait arraché la majeure partie de son manteau silicaté, ne laissant derrière que le noyau de fer et une fine couche de roche. Cela est conceptuellement similaire à l'impact géant qui aurait créé la Lune de la Terre, mais beaucoup plus violent, nécessitant l'élimination d'environ 60 à 70% de la masse originale de la planète. La physique d'une telle collision a été modélisée de manière extensive. Les simulations montrent qu'un impact frontal à environ 20 km par seconde ou un coup glissant à environ 35 km par seconde pourrait enlever suffisamment de matériaux du manteau pour produire la composition actuelle de Mercure. Mais un problème sérieux se pose. Où est passé le matériau arraché? Si le matériau silicaté éjecté était resté en orbite croisant celle de Mercure, il aurait progressivement réaccrété sur la planète au cours de dizaines de millions d'années, restaurant la composition originale. Pour que l'hypothèse de l'impact géant fonctionne, quelque chose doit avoir éliminé les débris, soit en les balayant vers le Soleil, soit en les éliminant par un autre mécanisme. Une étude de 2020 a proposé une solution, le vent solaire primordial. Dans le jeune système solaire, le vent solaire du jeune Soleil était 10 à 100 fois plus intense qu'aujourd'hui. Ce puissant flux de particules chargées aurait pu fournir suffisamment de traînées sur les petits débris silicatés éjectés par l'impact pour les balayer hors des orbites croisantes avec Mercure en moins d'1 million d'années, beaucoup plus rapidement que le matériau ne pourrait se réaccréter. Si ce mécanisme a fonctionné, il résoudrait le problème de la réaccrétion et rendrait l'hypothèse de l'impact géant plus plausible. Cependant, les simulations NCORS racontent une histoire décourageante. Une étude de 2022 a révélé que les conditions de collision spécifiques nécessaires pour enlever le manteau de Mercure via un seul impact géant sont extrêmement rares, se produisant dans moins d'1% de tous les impacts géants dans des simulations réalistes de formation de planètes terrestres. Les événements de formation de Mercure sont, selon cette estimation, au moins 20 fois plus rares que ceux de formation de la Lune. Un seul impact géant peut expliquer la composition de Mercure, mais cela nécessite une collision extraordinairement improbable. Une version alternative, l'hypothèse du coup et fuite, propose que le proto-Mercure n'était pas la cible, mais le projectile. Dans ce scénario, le proto-Mercure aurait frôlé un corps beaucoup plus grand, peut-être le proto-Vénus ou le proto-Terre, à un angle peu prononcé, perdant une grande partie de son manteau lors de la rencontre, tandis que le corps plus grand absorbait le matériau arraché. Une ou plusieurs de ces collisions de coups et fuites auraient pu progressivement dépouiller Mercure de ses couches silicatées sans nécessiter un événement unique et incroyablement violent. Ce modèle explique également pourquoi Mercure conserve des éléments volatiles comme le soufre et le potassium qui auraient dû être vaporisés lors d'une collision frontale à haute énergie, une caractéristique que le modèle classique de l'impact géant peine à justifier. La deuxième hypothèse est celle de la photovaporisation, l'idée que la chaleur intense du jeune Soleil a évaporé le matériau silicaté de la surface de Mercure au début de l'histoire de la planète, avant que le manteau ne se soit complètement solidifié. Dans les régions les plus internes de la nébuleuse solaire, les températures étaient suffisamment élevées pour vaporiser certains minéraux.
Si Mercure s'est formée dans cet environnement thermique extrême, elle aurait pu perdre du matériau silicaté par un processus d'évaporation graduelle plutôt que par un impact soudain. Cependant, les calculs suggèrent que ce mécanisme n'est pas assez efficace pour éliminer l'énorme quantité de matériaux du manteau nécessaire pour produire la composition actuelle de Mercure, du moins pas pour une planète de la masse de Mercure. La troisième hypothèse évite complètement la destruction. Elle propose que Mercure soit né riche en fer, que les matériaux dont elle s'est formée étaient déjà enrichis en fer métallique par rapport au silicate, simplement en raison de l'endroit où Mercure s'est formé dans la nébuleuse solaire. Près du Soleil, les températures dans le disque protoplanétaire étaient suffisamment élevées pour influencer la condensation et l'agrégation de différents minéraux. Une étude de 2022 de l'Université de Copenhague a proposé que des galets de fer aient pu se nucléer et croître plus efficacement que des galets silicatés dans le disque interne chaud, produisant une population de planétésimaux enrichis en fer qui se sont finalement accrétionnés pour former Mercure. Dans ce modèle, Mercure n'a jamais été dépouillée de son manteau. Elle n'en avait jamais eu un épais au départ. Chaque hypothèse fait des prédictions différentes sur la composition de Mercure, sur la distribution des éléments volatiles, sur l'histoire thermique du manteau et sur le registre géologique de la planète. Distinguer entre elles nécessite des données que, dans de nombreux cas, nous n'avons pas encore. Bepi Colombo, avec sa suite de 16 instruments répartis sur 2 orbiteurs, est spécifiquement conçu pour fournir de nombreuses mesures nécessaires, des cartes de composition de surface à haute résolution, des modèles détaillés du champ gravitationnel, des mesures précises du champ magnétique et des analyses spectroscopiques qui pourraient révéler l'histoire chimique des roches de Mercure. La réponse à la question de pourquoi le noyau de Mercure est si grand pourrait également avoir des implications bien au-delà de notre système solaire. Un nombre croissant d'exoplanètes, parfois appelées super-Mercure, ont été découvertes avec des densités suggérant des compositions tout aussi riches en fer. Kepler 107c, par exemple, a une densité d'environ 12,6 grammes par centimètre cube, plus de 2 fois celle de la Terre, suggérant une fraction de noyau encore plus élevée que celle de Mercure. Comprendre comment Mercure a obtenu son noyau énorme pourrait nous aider à comprendre comment une classe entière d'exoplanètes a vu le jour. Mercure est en contraction. Ce n'est pas une métaphore ou une spéculation, c'est un fait, mesuré et observable, inscrit à la surface de la planète dans des structures si grandes qu'elles peuvent être vues depuis l'orbite. Les preuves se présentent sous la forme de scarpes lobées, de longues crêtes en forme de falaise qui serpentent à travers le terrain de Mercure sur des centaines de kilomètres. Ces scarpes sont l'expression de failles de poussée, des fractures dans la croûte où un bloc de roche a été poussé vers le haut et au-dessus du bloc adjacent, entraîné par des forces de compression. Sur Terre, les failles de poussée se trouvent le plus souvent aux frontières des plaques tectoniques, où des plaques crustales entrent en collision et l'une est forcée sous l'autre. Mais Mercure n'a pas de tectonique des plaques. C'est une planète à plaques uniques. Sa surface entière est une coquille rigide et intacte. Sur une planète à plaques uniques, la compression ne provient pas des collisions de plaques, mais du refroidissement de l'intérieur. À mesure que le gigantesque noyau de fer de Mercure perd lentement de la chaleur dans l'espace, il se contracte. À mesure que le noyau rétrécit, la croûte doit s'adapter au volume réduit. Mais la roche ne s'étire pas bien. Au lieu de cela, elle se brise. Des failles de poussée se forment, poussant des sections de la surface vers le haut, créant les scarpes lobées que Mariner 10 a d'abord photographiées dans les années 1970 et que Messenger a cartographiées à l'échelle mondiale. Le plus grand de ces escarpements est l'Enterprise Rupes, une falaise d'environ 1000 km de long et plus de 3 km de haut, comparable en longueur à la faille de San Andreas en Californie. L'Enterprise Rupes traverse le fond du bassin de Rembrandt, l'un des plus grands cratères d'impact de Mercure, démontrant que cette faille s'est formée après la création du cratère, et donc
que la contraction a eu lieu après la fin de la période de bombardement intense au cours des 4 derniers milliards d'années environ. La quantité totale de contraction fait l'objet de débats. Les estimations varient de 2 à 14 km de réduction du rayon de la planète en fonction des escarpements de failles inclus dans l'analyse et de la manière dont leurs déplacements sont mesurés. Une estimation prudente, basée uniquement sur des caractéristiques présentant des preuves claires de failles de compression, suggère environ 2 à 4 km. Une estimation plus inclusive, prenant en compte toutes les caractéristiques pouvant être contractionnelles, porte le chiffre à 7 km ou plus. Mais la découverte la plus remarquable est survenue dans les derniers mois de la mission Messenger, lorsque l'orbite de la sonde a été abaissée à des altitudes aussi basses que 25 km au-dessus de la surface, suffisamment proches pour résoudre des caractéristiques de seulement quelques dizaines de mètres de large. À cette résolution, Messenger a trouvé de petits escarpements de failles, de minuscules fissures dans le paysage, longues de quelques kilomètres et hautes de quelques dizaines de mètres, qui doivent être extrêmement jeunes. De telles petites caractéristiques seraient effacées par la pluie constante de micrométéorites en quelques centaines de millions d'années. Leur survie signifie qu'elles se sont formées récemment, peut-être au cours des derniers quelques centaines de millions d'années, peut-être même plus récemment encore. En 2023, des chercheurs de l'Open University ont découvert des centaines de petits grabens, des fractures d'extension, reposant sur les plus grands escarpements de compression. Ces grabens se forment lorsque la surface supérieure d'une faille de poussée est étirée alors qu'elle est poussée vers le haut. Leur présence, ainsi que leur état vierge et non érodé, fournit des preuves supplémentaires que les failles de Mercure ne sont pas de simples vestiges anciens. Elles sont actives. Mercure n'est pas une planète qui a rétréci il y a longtemps et qui s'est ensuite arrêtée. C'est une planète qui continue de se contracter, en ce moment même, alors que son noyau continue de refroidir et de se resserrer. Cette contraction continue signifie que Mercure est sismiquement active. La formation de nouvelles failles et la réactivation de celles existantes doivent produire des Mercurequakes, des événements sismiques analogues aux tremblements de terre causés par la libération soudaine de stress le long des plans de failles. Nous n'avons jamais mesuré de Mercurequake. Aucun sismomètre n'a jamais été placé sur la surface de Mercure, mais les preuves de failles en cours rendent leur existence pratiquement certaine. Si une future mission déploie des sismomètres sur Mercure, les scientifiques s'attendent à détecter des tremblements associés à la contraction continue de la planète, le battement de cœur d'un monde qui se resserre lentement et inexorablement autour de son noyau refroidissant. Imaginez-vous debout à la surface de Mercure, quelque part près de l'Enterprise Rupes. En dessous de vous, le sol s'incline doucement vers une falaise qui s'élève à 1 km ou plus au-dessus de la plaine environnante. Un mur de roches aussi haut que les plus hauts sommets des Appalaches, s'étendant à l'horizon dans les deux directions. Cette falaise ne s'est pas formée par l'érosion, ni par une éruption volcanique, ni par l'impact d'un astéroïde. Elle a été formée par la planète elle-même, se plissant sous la contraction lente et implacable de son propre intérieur. Et quelque part sous vos pieds, profondément dans le noyau de fer, le refroidissement se poursuit. La planète se rétrécit un peu, se resserre un peu, se comprime un peu plus. La falaise pourrait croître imperceptiblement au cours des millions d'années à venir. La planète est vivante, non pas avec le feu, mais avec le froid. Et puis, il y a la glace. En 1991, des observations radar au sol réalisées depuis l'observatoire d'Arecibo à Porto Rico ont détecté des zones hautement réfléchissantes près des pôles nord et sud de Mercure. Les signatures radar étaient remarquablement similaires à celles produites par la glace d'eau, le même type de retour brillant et spéculaire que l'on observe sur les calottes polaires de Mars et les lunes glacées de Jupiter. L'implication était saisissante. Il pourrait y avoir de la glace d'eau sur la planète la plus proche du Soleil, sur un monde où les températures diurnes dépassent les 400 degrés Celsius.
La clé réside dans l'inclinaison axiale presque inexistante de Mercure. La Terre est inclinée de 23,4 degrés par rapport à son orbite, ce qui nous donne les saisons. L'inclinaison axiale de Mercure n'est que d'environ 0,034 degrés, essentiellement nulle. Cela signifie que les pôles de Mercure ne reçoivent jamais de lumière solaire directe. Le Soleil, vu depuis les pôles de Mercure, effleure toujours l'horizon, ne s'élevant jamais de plus d'une fraction de degré au-dessus de celui-ci. Et à l'intérieur des cratères d'impact profonds qui marquent les régions polaires, il existe des zones qui ne voient jamais la lumière du Soleil, des ombres permanentes qui persistent depuis la formation des cratères il y a des milliards d'années. Dans ces ombres permanentes, la température chute à des niveaux extraordinaires. Alors que la surface ensoleillée avoisinante grille à 400 degrés Celsius, les fonds des cratères ombragés peuvent descendre jusqu'à moins 200 degrés Celsius, suffisamment froid pour préserver la glace d'eau pendant des milliards d'années. La surface de Mercure connaît l'amplitude de température la plus extrême de toutes les planètes du système solaire, de 430 degrés Celsius sur la surface équatoriale ensoleillée à moins 180 degrés Celsius ou moins dans les cratères polaires en ombre permanente. Une différence de plus de 600 degrés entre les points les plus chauds et les plus froids d'un seul monde. Messenger a confirmé la présence de dépôts de glace polaire sans l'ombre d'un doute. Son spectromètre à neutrons a détecté des niveaux d'hydrogène accrus aux pôles, compatibles avec de la glace d'eau. Son multimètre laser a mesuré la réflectance des régions polaires et a trouvé des surfaces anormalement brillantes à l'intérieur des cratères en ombre permanente, exactement là où les modèles thermiques prédisaient que la glace pourrait être stable. Et ces modèles thermiques détaillés, construits en utilisant la topographie réelle des cratères polaires de Mercure mesurés par la sonde, ont montré que la distribution des dépôts brillants au radar correspond presque parfaitement à la distribution prédite de la glace d'eau thermiquement stable. La glace n'est pas uniforme. Dans les cratères les plus froids, les plus proches des pôles, la glace d'eau semble être exposée directement à la surface, brillante et réfléchissante. Dans des cratères légèrement plus chauds, plus éloignés des pôles, la glace est enfouie sous une couche de matériaux sombres, possiblement un mélange de composés organiques complexes apportés par les mêmes comètes et astéroïdes qui ont amené l'eau. Cette couche isolante sombre protège la glace de la sublimation, permettant à celle-ci de persister même dans des zones où les températures de surface sont légèrement trop chaudes pour de la glace nue. La quantité totale de glace est substantielle. Si elle était répartie sur une surface de la taille de Washington DC, elle formerait une couche de plus de 3 km d'épaisseur. Les dépôts peuvent avoir environ 15 mètres d'épaisseur dans des cratères individuels. Pour une planète sans atmosphère, sans pluie, sans météo et sans cycle volcanique de l'eau, c'est un réservoir remarquable d'eau gelée. D'où vient la glace? Les sources les plus probables sont les comètes et les astéroïdes riches en volatiles, les mêmes objets qui ont probablement apporté de l'eau sur Terre. Au fil des milliards d'années, les impacts de ces objets porteurs d'eau auraient déposé des molécules d'eau sur la surface de Mercure. La plupart de cette eau aurait été instantanément vaporisée par la chaleur brûlante. Mais certaines molécules, par un processus de migration thermique aléatoire, rebondissant le long de la surface des régions chaudes vers les froides, auraient finalement trouvé leur chemin vers les cratères polaires en ombre permanente, où elles ont gelé et sont restées. La glace dans les cratères de Mercure pourrait s'être accumulée molécule par molécule, impact par impact, tout au long de l'histoire du système solaire. Il y a quelque chose d'incroyablement fascinant à propos de cela. Sur la planète la plus proche du Soleil, le monde rocheux le plus exposé aux radiations et aux extrêmes thermiques du système solaire, de la glace d'eau a survécu pendant des milliards d'années, protégée de la fureur du Soleil par rien d'autre que la géométrie d'un rebord de cratère. L'ombre d'une montagne, projetée à un angle parfait, a préservé un fragile dépôt d'eau gelée à travers toute l'histoire du système solaire. L'univers n'a pas besoin de distance pour créer du froid. Il lui suffit d'une ombre. Et sur Mercure,
les ombres sont permanentes. Si vous pouviez visiter l'un de ces cratères polaires, descendre dans l'obscurité de Prokofiev par exemple, un cratère de 112 km de diamètre près du pôle Nord, vous vivriez l'une des transitions les plus extrêmes du système solaire. En passant du rebord ensoleillé dans l'ombre du mur du cratère, vous traverseriez, en quelques mètres, une température de plusieurs centaines de degrés au-dessus de zéro à presque 200 degrés en dessous. La transition serait brutale. Il n'y a pas d'atmosphère pour l'adoucir, pas de convection pour mélanger l'air chaud et froid. Un pas, roche brûlante. Le pas suivant, glace. À l'intérieur du cratère, dans l'obscurité permanente, la température tourne autour de moins 200 degrés Celsius. Le sol serait faiblement éclairé, si ce n'est pas du tout, par la lumière des étoiles et le faible éclat réfléchi du rebord ensoleillé au-dessus. Et sous vos pieds, si les modèles sont corrects, il y aurait de la glace d'eau. Une glace ancienne, peut-être vieille de milliards d'années, déposée molécule par des impacts cométaires et une migration thermique, préservée dans l'ombre éternelle d'un rebord de cratère sur la planète la plus proche du Soleil. La glace sur Mercure nous rappelle que le système solaire est un lieu d'extrême contraste. Des extrêmes de chaleur et de froid peuvent coexister sur le même monde, séparés par rien d'autre que la géométrie. L'univers n'est pas uniformément hostile, il est sélectivement hostile. Et dans les interstices entre les extrêmes, dans les ombres, dans les endroits abrités, dans les coins tranquilles où la lumière n'atteint pas, même les substances les plus fragiles peuvent survivre. Le champ magnétique de Mercure est l'une des caractéristiques les plus déroutantes de toutes les planètes du système solaire. Il ne devrait pas exister, ou du moins, la théorie conventionnelle suggère qu'il ne devrait pas. La Terre génère son champ magnétique grâce à un processus de dynamo, la convection de fer liquide dans le noyau externe, alimenté par le refroidissement et la cristallisation du noyau interne. Ce processus nécessite un noyau partiellement liquide avec suffisamment de convection thermique ou compositionnelle pour soutenir la circulation d'un fluide électriquement conducteur. Pour une planète aussi petite que Mercure, avec son énorme rapport surface-volume, les modèles prédisaient que le noyau aurait dû se refroidir et se solidifier il y a des milliards d'années, mettant fin à toute dynamo bien avant aujourd'hui. Et pourtant, Mercure possède un champ magnétique. Il est faible, environ 1% de celui de la Terre, mais il est global, dipolaire et généré en interne. Messenger l'a mesuré en détail, trouvant un champ qui est approximativement aligné avec l'axe de rotation de la planète, mais décalé significativement vers le nord. Le centre du dipôle magnétique est déplacé d'environ 20% du rayon de la planète vers le pôle nord. Ce décalage vers le nord est unique parmi les champs magnétiques planétaires connus et n'a pas d'explication simple. La survie de la dynamo nécessite qu'au moins une partie du noyau de Mercure reste liquide jusqu'à nos jours. En 2007, l'analyse des mesures de gravité de Messenger a confirmé que le noyau de Mercure est au moins partiellement fondu. La planète présente un léger balancement dans sa rotation, appelé libration, qui est trop important pour être expliqué par un intérieur entièrement solide. Le noyau externe liquide permet le processus de dynamo, mais la question de savoir comment il a pu rester liquide pendant 4,5 milliards d'années dans une si petite planète n'est pas entièrement résolue. Une possibilité réside dans la composition du noyau. Si le noyau de Mercure contient des quantités significatives d'éléments légers, comme le soufre, le silicium ou le carbone, cela abaisserait le point de fusion de l'alliage de fer et ralentirait le taux de solidification. Un noyau riche en soufre pourrait rester partiellement liquide beaucoup plus longtemps qu'un noyau de fer pur. La sonde Messenger a détecté des niveaux de soufre étonnamment élevés à la surface de Mercure, soutenant l'idée que l'intérieur de la planète est enrichi en cet élément. En 2019, une étude combinant les données de gravité de Messenger avec des modèles de l'intérieur de Mercure a fourni des preuves que Mercure possède un noyau interne solide, similaire à celui de la Terre, d'un rayon d'environ 1000 km, entouré par un noyau externe liquide
d'environ 2000 km d'épaisseur. Le noyau total, interne plus externe, s'étend sur environ 2020 km depuis le centre de Mercure, ne laissant qu'environ 420 km pour le manteau silicaté et une fine croûte d'environ 30 à 50 km d'épaisseur. Pour mettre cela en perspective, le manteau de Mercure est plus mince que la distance entre New York et Washington DC. En revanche, le manteau terrestre mesure près de 2900 km d'épaisseur, 7 fois plus épais. L'ensemble de l'enveloppe rocheuse de Mercure, tout ce qui n'est pas fer, pourrait tenir dans la couche supérieure de l'intérieur de la Terre. Structurellement, la planète est plus un noyau qu'une planète. C'est comme si quelqu'un avait pris la Terre, avait retiré tout ce qui se trouvait au-dessus du noyau externe et avait enveloppé la boule de fer restante dans une fine couche de roche. Cette structure a des conséquences sur l'évolution thermique de Mercure. Une planète perd de la chaleur par sa surface, et le taux de perte de chaleur dépend du rapport entre la surface et le volume. Les petites planètes se refroidissent plus rapidement que les grandes. Mais le refroidissement de Mercure est compliqué par le fait que son noyau est si grand et son manteau si mince. Le manteau fin offre relativement peu d'isolation entre le noyau chaud et la surface froide. La chaleur peut s'échapper plus efficacement que dans une planète avec un manteau plus épais. Cela aurait dû entraîner un refroidissement et une solidification relativement rapide du noyau de Mercure, et pourtant, le noyau reste partiellement liquide, maintenant ainsi le dynamo. Quelque chose ralentit le refroidissement. Les éléments légers dans le noyau, qui abaissent le point de fusion, sont l'explication la plus probable. L'existence d'un noyau interne solide et d'un noyau externe liquide est essentielle pour soutenir le type de convection compositionnelle qui entraîne le dynamo terrestre. À mesure que le noyau interne se solidifie, il libère des éléments plus légers dans le noyau externe liquide, créant une convection entraînée par la flottabilité qui alimente le champ magnétique. Mais ce champ est faible, bien plus faible que celui de la Terre. Et le décalage, le déplacement vers le nord du centre dipolaire, ajoute une couche supplémentaire de mystère. Certains modèles suggèrent que ce décalage est une conséquence naturelle de la géométrie de la convection dans le mince noyau externe liquide de Mercure. D'autres proposent que le champ n'est pas un simple dipôle, mais possède des composants quadripolaires et d'ordre supérieur significatif qui créent le décalage apparent. La faiblesse du champ magnétique de Mercure est elle-même un casse-tête. Si le dynamo fonctionne selon le même mécanisme de base que celui de la Terre, convection thermique et compositionnelle dans un noyau externe liquide d'alliage de fer, pourquoi le champ résultant est-il si beaucoup plus faible? Une possibilité est que le dynamo de Mercure fonctionne dans un régime de très faible vigueur convective, juste au-dessus du seuil nécessaire pour soutenir un champ. Le mince noyau externe liquide, coincé entre un grand noyau interne solide et le manteau silicaté, peut ne pas soutenir la convection vigoureuse et à grande échelle qui génère le fort champ de la Terre. Au lieu de cela, il pourrait ne soutenir que des convecteurs de petite échelle et irréguliers qui produisent un champ plus faible et plus variable. Une autre possibilité implique un retour d'information entre le champ magnétique et le vent solaire. La proximité de Mercure au Soleil signifie que le vent solaire y est beaucoup plus intense qu'à la Terre, environ 10 fois plus dense et se déplaçant à des vitesses similaires. Ce vent solaire intense comprime la magnétosphère de Mercure et peut influencer le processus de dynamo lui-même, à travers des effets d'induction qui pénètrent à travers le mince manteau jusqu'au noyau. Le couplage entre le vent solaire externe et la dynamo interne pourrait créer un régime unique qui n'a pas d'analogue sur Terre ou sur toute autre planète. Le champ magnétique de Mercure varie également sur de courtes échelles de temps. Messenger a détecté des fluctuations dans la force et la configuration du champ qui corrélaient avec les conditions du vent solaire, suggérant que la magnétosphère est hautement réactive au changement de l'environnement externe. Comprendre ces fluctuations nécessite des mesures simultanées du champ magnétique, du vent solaire et des populations de particules chargées
à l'intérieur de la magnétosphère. Exactement le type d'observation coordonnée que les deux orbiteurs de Bepi-Colombo sont conçus pour fournir. La cartographie détaillée du champ magnétique de Bepi-Colombo, réalisée depuis son orbite polaire, devrait aider à distinguer entre ces modèles et fournir une image beaucoup plus complète de la structure du champ. Le champ magnétique de Mercure, malgré sa faiblesse, crée une magnétosphère petite mais réelle, une cavité dans le vent solaire qui protège partiellement la planète des particules chargées provenant du Soleil. Mais la magnétosphère est minuscule. Sa distance de stand-off subsolaire, la distance du centre de la planète au point où la magnétosphère dévie le vent solaire, n'est que d'environ 1,5 rayon de Mercure, contre environ 10 rayons de la Terre pour notre planète. Le vent solaire pousse fréquemment la magnétosphère jusqu'à la surface du côté éclairé, exposant les roches directement aux particules solaires énergétiques. Ce bombardement érode progressivement les atomes de la surface, contribuant à l'exosphère mince de Mercure, une enveloppe ténue d'atomes, principalement de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium, qui sont expulsés de la surface par le rayonnement solaire, les impacts de micrométéorites et le vent solaire lui-même. L'exosphère de Mercure n'est pas une atmosphère au sens propre. Elle est trop mince pour que les atomes entrent en collision les uns avec les autres. Chaque atome suit sa propre trajectoire balistique, s'élevant de la surface et retombant, ou s'échappant complètement dans l'espace. Mais l'exosphère est scientifiquement précieuse, car sa composition est un reflet direct de la minéralogie de la surface. Les atomes de l'exosphère proviennent des roches, et les étudier depuis l'orbite fournit une analyse à distance de la chimie de la surface. L'interaction entre le champ magnétique de Mercure, le vent solaire et la surface constitue un système d'une complexité extraordinaire pour un monde si petit. Comprendre ce système nécessite des mesures simultanées du champ magnétique, de l'environnement de particules chargées et de l'exosphère. Exactement le type de science coordonnée que les deux orbiteurs de Bepi-Colombo, évoluant sur des orbites différentes et mesurant différents aspects du système, sont conçus pour fournir. La surface de Mercure raconte une histoire de violence et de transformation. La caractéristique la plus marquante est le bassin de Caloris, l'une des plus grandes structures d'impact du système solaire d'environ 1550 km de diamètre. Caloris a été formé par l'impact d'un astéroïde ou d'une comète d'environ 100 km de large, frappant avec suffisamment d'énergie pour remodeler une fraction significative de la surface de la planète. L'impact était si puissant que des ondes sismiques ont traversé la planète et convergé au point directement opposé à Caloris, le point antipodal, produisant une région de terrain chaotique et brisée connue sous le nom de Weird Terrain. L'énergie concentrée à l'antipode était suffisante pour fracturer et déplacer les roches de surface, créant un paysage de collines en désordre et de dépressions qui n'a pas d'analogue sur aucune autre planète. Le bassin de Caloris est un véritable monument à la violence du système solaire primitif. Lors de sa formation, il y a environ 3,9 milliards d'années, l'impact aurait été visible depuis l'espace. Un éclat de lumière, un panache de roches vaporisées s'élevant à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface, et une onde de choc parcourant tout le globe. L'impacteur, un astéroïde ou une comète d'environ 100 km de large, a libéré plus d'énergie en quelques secondes que toutes les armes nucléaires jamais construites par l'humanité, multipliées par 1000. Le cratère résultant est si vaste qu'il n'a été entièrement cartographié qu'à l'arrivée de Messenger. Mariner 10 n'avait vu que sa moitié orientale. À l'opposé du point d'impact, de l'autre côté de la planète, les ondes sismiques convergentes ont créé un paysage sans équivalent dans le système solaire. L'énergie, voyageant à travers l'intérieur dense en fer de Mercure, a été focalisée par le noyau comme une lentille, se concentrant au point antipodal avec une intensité dévastatrice. Le résultat est un paysage de perturbations chaotiques, des collines et des dépressions entremêlées dans un motif que les géologues appellent
le terrain étrange, ou plus formellement, terrain ondulé et linéaire. Rien de semblable n'existe sur la Lune. L'énergie concentrée à l'antipode était si intense que certains chercheurs ont suggéré qu'elle aurait pu déclencher des éruptions volcaniques de ce côté de la planète, bien que cela reste débattu. L'intérieur du bassin de Caloris a été partiellement inondé par des laves volcaniques, des plaines sombres et lisses qui post-datent l'impact et indiquent que Mercure a connu une activité volcanique significative après la formation du bassin. Ces plaines volcaniques ne se limitent pas à Caloris. À travers la planète, d'immenses étendues de terrain lisse, les plaines volcaniques du Nord par exemple, couvrent des millions de kilomètres carrés avec des coulées de lave qui ont jailli il y a des milliards d'années, ensevelissant la surface plus ancienne, cratérisée de manière plus intense. Le volcanisme de Mercure semble avoir été étendu, mais est désormais largement ou totalement éteint. Les dépôts volcaniques les plus récents sont estimés à environ 1 à 2 milliards d'années, anciens selon les normes terrestres, mais suffisamment jeunes pour montrer que Mercure a été volcaniquement actif pendant une partie substantielle de son histoire. La question de savoir si une activité volcanique se poursuit aujourd'hui reste ouverte. Aucun évent actif n'a été détecté, mais la contraction continue de la planète et les preuves d'un noyau externe encore liquide suggèrent qu'un potentiel volcanique résiduel pourrait subsister. Une des découvertes les plus surprenantes de Messenger a été l'existence de cavités, de petites dépressions peu profondes et irrégulières trouvées sur les fonds de cratères, les pics centraux et d'autres surfaces géologiques récentes. Les cavités sont brillantes, sans bord, et semblent se former activement. Elles ne montrent aucune preuve de cratérisation subséquente, suggérant qu'elles sont parmi les caractéristiques les plus jeunes de la surface de Mercure. On pense qu'elles se forment lorsque des matériaux volatiles intégrés dans les roches proches de la surface, possiblement des sulfures ou d'autres composés, sont détruits par l'exposition à l'intense radiation solaire et au bombardement de particules chargées à la surface de Mercure. Les volatiles subliment ou se décomposent, et la surface s'effondre dans les vides résultants. Les cavités sont uniques à Mercure. Aucune caractéristique similaire n'a été trouvée sur la Lune, Mars ou tout autre corps céleste. Elles varient en taille de quelques dizaines de mètres à plusieurs kilomètres de large et ne mesurent généralement que quelques dizaines de mètres de profondeur. Elles se trouvent de préférence sur les fonds de cratères, les pics centraux et les parois de cratères d'impact récents, des lieux où l'impact a excavé du matériel sous la surface, exposant des couches riches en volatiles à l'environnement solaire hostile pour la première fois. La formation des cavités semble être un processus en cours. Certaines cavités présentent des bords nets et bien définis, sans dégradation due à des impacts ultérieurs, ce qui indique qu'elles figurent parmi les caractéristiques géologiques les plus jeunes de la planète. D'autres semblent être en expansion, leurs contours s'étendant dans le terrain environnant à mesure que du matériel volatile est éliminé. Ce processus est lent selon les standards humains, mais rapide d'un point de vue géologique. Les scientifiques de Messenger ont estimé que les cavités pourraient s'approfondir à des taux de quelques centimètres par million d'années, suffisamment rapides pour produire les caractéristiques observées dans l'échelle de temps du système solaire. Quels sont les volatiles qui sont perdus? Les principaux candidats sont les sulfures, des composés de soufre avec des métaux comme le calcium, le magnésium ou le sodium, qui sont stables en profondeur mais se décomposent lorsqu'ils sont exposés au cycle thermique et au bombardement de particules de la surface de Mercure. Le graphite, le minéral de carbone trouvé dans la croûte assombrie de Mercure, pourrait également jouer un rôle. La chimie exacte n'est pas encore connue, et les mesures de composition de surface de Bepi-Colombo seront cruciales pour identifier les espèces volatiles responsables. L'existence même des cavités remet en question notre compréhension de la formation de Mercure. Si la surface de la planète conserve suffisamment de matériel volatile pour sublimer activement et former de nouvelles caractéristiques géologiques aujourd'hui, alors Mercure n'a pas pu être soumis aux traitements thermiques les plus extrêmes. Les volatiles auraient dû être évacués depuis longtemps.
Leur persistance nécessite soit que Mercure se soit formé dans des conditions suffisamment fraîches pour les conserver, soit qu'ils aient été livrés après la formation initiale de la planète, peut-être par les mêmes comètes et astéroïdes qui ont apporté la glace polaire. Leur existence nous en dit long sur la composition de Mercure. La planète conserve des composés volatiles dans sa croûte, malgré sa proximité avec le Soleil. Cela est difficile à concilier avec les modèles qui invoquent un chauffage extrême, que ce soit par le jeune Soleil ou par un impact géant, pour expliquer la composition riche en fer de Mercure. Si Mercure avait été soumis à des températures suffisamment élevées pour dépouiller son manteau silicaté, ces mêmes températures auraient dû détruire tous les composés volatiles dans le matériau restant. La survie des volatiles dans la croûte de Mercure est l'un des arguments les plus solides contre les versions les plus extrêmes des hypothèses d'impact géant et de photovaporisation. Si vous pouviez vous tenir sur la surface de Mercure, vêtu d'un costume qui vous protégerait des extrêmes de température et de l'absence d'atmosphère, vous verriez un paysage à la fois familier et étrange. Les cratères vous rappelleraient la Lune. La surface grise et rocheuse semblerait stérile et ancienne. Mais les scarpes lobées, les grandes falaises s'élevant des plaines, vous indiqueraient que ce monde n'est pas simplement vieux. Il est en contraction, en changement, en tension. Et les cavités, ces étranges fosses brillantes sans bord, vous diraient que la surface elle-même est rongée, atome par l'énergie implacable du Soleil voisin. Le ciel serait noir. Mercure n'a pas d'atmosphère pour diffuser la lumière. Le Soleil apparaîtrait énorme, presque 3 fois le diamètre apparent qu'il a depuis la Terre, un disque flamboyant de feu blanc dominant le ciel. Les étoiles seraient visibles même pendant la journée, si vous pouviez détourner le regard de l'éclat du Soleil. Et le sol sous vos pieds serait recouvert d'un fin régolithe sombre, une couche de roches pulvérisées produite par des milliards d'années de bombardements de micrométéorites, similaires au sol lunaire mais plus sombre, enrichis en composés carbonés qui donnent à la surface de Mercure son faible pouvoir réfléchissant caractéristique. Mercure est plus sombre que la Lune. Sa surface ne réfléchit qu'environ 7% de la lumière solaire qu'il atteint, contre 12% pour la Lune. La mission Messenger a révélé que cette obscurité est en partie due à la présence de carbone, plus précisément de graphite, dans la croûte. Mercure aurait pu posséder une croûte ancienne en graphite, formée lorsque l'océan de magma d'origine de la planète s'est cristallisé, le graphite flottant à la surface en tant que minéral léger. Bien que cette croûte de graphite ait été largement ensevelie par des processus volcaniques et d'impact ultérieurs, des traces subsistent, assombrissant la surface et fournissant un indice supplémentaire sur l'histoire de formation atypique de Mercure. Réfléchissons à ce que cela implique. Lorsque Mercure était jeune, sa surface pouvait être recouverte d'une croûte de graphite pur, un minéral sombre et riche en carbone qui a flotté à la surface de l'océan de magma de la planète alors que des minéraux silicatés plus lourds cristallisaient et s'enfonçaient. Dans sa prime jeunesse, Mercure pouvait donc être une planète dont la surface était faite de mines de crayon. Cette couche de graphite a depuis été ensevelie, brisée et mélangée par des milliards d'années de volcanisme et d'impact, mais ces vestiges persistent, assombrissant la surface et conférant à Mercure son albédo remarquablement bas. L'hypothèse de la croûte de flottation en graphite a également des implications pour l'évolution thermique de Mercure. Le graphite est un bon isolant thermique. Si le jeune Mercure avait une croûte épaisse en graphite, il aurait pu conserver sa chaleur interne plus longtemps qu'une planète avec une croûte purement silicatée, ce qui aurait pu influencer le moment de la convection du manteau, de l'activité volcanique et du refroidissement du noyau. La composition de la croûte. L'une des premières choses que les instruments de Bepi-Colombo vont caractériser en détail pourrait détenir la clé pour comprendre l'ensemble de l'histoire thermique de Mercure. L'orbite de Mercure est aussi extrême que sa composition. C'est l'orbite la plus excentrique de toutes les planètes du système solaire, une ellipse allongée qui fait passer Mercure d'une distance de périhélie de 46 millions de kilomètres du Soleil à une distance d'aphélie
de 70 millions de kilomètres. À son approche la plus proche, Mercure est 50% plus près du Soleil qu'à son éloignement maximal. Cette variation énorme de distance produit une variation correspondante de la quantité d'énergie solaire que la planète reçoit. Au périhélie, l'intensité solaire est plus de 2 fois supérieure à celle de l'aphélie. La relation de Mercure avec le Soleil va au-delà de la simple proximité. C'est Mercure qui a fourni l'une des premières et des plus célèbres confirmations de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Au XIXe siècle, les astronomes ont remarqué que l'orbite de Mercure était en précession. L'orientation de son orbite elliptique tournait lentement autour du Soleil, à un rythme légèrement plus rapide que ce que les lois de Newton prédisaient. La différence était minime, 43 secondes d'arc par siècle, à peine mesurable même avec les instruments les plus précis. Pendant des décennies, cette précession inexpliquée a été attribuée à l'influence gravitationnelle d'une planète hypothétique, Vulcain, orbitant encore plus près du Soleil que Mercure. De nombreuses recherches ont été menées, mais Vulcain n'a jamais été trouvé. En 1915, lorsque Einstein a publié sa théorie de la relativité générale, il a montré que cette théorie prédisait exactement l'excès de précession observé de l'orbite de Mercure. La courbure de l'espace-temps près du Soleil, que la théorie de Newton ne prenait pas en compte, produisait précisément les 43 secondes d'arc par siècle qui avaient intrigué les astronomes pendant des décennies. C'était l'une des premières et des plus spectaculaires confirmations de la relativité générale, et cela reste l'un des exemples les plus élégants d'une prédiction théorique correspondant à l'observation. Mercure, la plus petite et la plus négligée des planètes, a fourni la base empirique pour l'un des plus grands accomplissements intellectuels de l'histoire humaine. La période orbitale de Mercure est de 87,97 jours terrestres. Son temps de rotation, le temps qu'il lui faut pour effectuer une rotation sur son axe, est de 58,65 jours terrestres. Cela crée une relation inhabituelle. La période de rotation de Mercure est exactement 2/3 de sa période orbitale, ce qui constitue une résonance spin-orbite 3/2. Pour chaque 2 orbites autour du Soleil, Mercure effectue exactement 3 rotations. C'est le fruit du hasard. C'est le seul exemple de résonance spin-orbite 3/2 dans le système solaire, une configuration stable dans laquelle Mercure a été verrouillé par les forces de marée dès ses débuts. En revanche, notre Lune est en résonance 1/1 avec la Terre, effectuant une rotation pour chaque orbite, ce qui explique pourquoi la même face est toujours tournée vers nous. La résonance 3/2 de Mercure est plus complexe et a été initialement inattendue. Pendant des décennies, les astronomes ont supposé que Mercure était en résonance 1/1 comme la Lune, montrant toujours la même face au Soleil. Cette erreur n'a été corrigée qu'en 1965, lorsque des observations radars ont révélé la véritable période de rotation de Mercure. La découverte de la résonance 3/2 a été un triomphe de la mesure précise. Giuseppe Bepi Colombo, le mathématicien et ingénieur italien dont le nom a été donné à la mission Bepi-Colombo, a été l'un des premiers à reconnaître l'importance du ratio 3/2 et à expliquer comment la friction de marée pouvait établir une telle résonance dans une planète ayant l'excentricité orbitale de Mercure. Elle a été établie tôt dans l'histoire de Mercure par des interactions de marée avec le Soleil, qui ont progressivement ralenti la rotation initialement plus rapide de la planète jusqu'à ce qu'elle se verrouille dans cette configuration stable. La résonance 3/2 a une conséquence remarquable pour le jour de Mercure. Un jour solaire sur Mercure. Le temps entre un lever de soleil et le suivant à un point donné de la surface dure 176 jours terrestres, soit exactement 2 années mercuriennes. Cela signifie qu'un cycle jour-nuit sur Mercure s'étend sur 2 orbites complètes autour du Soleil. Si vous vous teniez sur l'équateur de Mercure et regardiez le Soleil, vous le verriez se lever, atteindre son zénith, se coucher, traverser une nuit de 88 jours terrestres, puis se lever à nouveau.
Tout cela pendant que la planète effectue 2 voyages complets autour du Soleil. Et en raison de l'orbite excentrique de Mercure, quelque chose d'encore plus étrange se produit près du périhélie. À certaines longitudes, le Soleil semble se lever, s'arrêter, inverser brièvement sa direction, puis reprendre son mouvement normal vers l'est. Un mouvement rétrograde apparent causé par la vitesse orbitale de la planète qui dépasse temporairement sa vitesse de rotation lors de l'approche la plus proche. Depuis ces emplacements, le Soleil semble effectuer une petite boucle dans le ciel avant de continuer son chemin. C'est une conséquence visuelle de la mécanique céleste qui n'a pas d'équivalent sur aucune autre planète. Les extrêmes de température sur Mercure sont les plus sévères du système solaire. Au point subsolaire, l'endroit où le Soleil est directement au-dessus, la température de surface atteint environ 430 degrés Celsius lors du périhélie. À la même latitude du côté nuit, après 88 jours terrestres d'obscurité, la température chute à environ moins 180 degrés Celsius. Cela représente une plage de plus de 600 degrés Celsius, le plus grand écart de température de toutes les planètes. En comparaison, la plage de température de la surface terrestre, des déserts les plus chauds aux nuits antarctiques les plus froides, s'étend seulement sur environ 140 degrés. Mercure atteint ces extrêmes parce qu'elle n'a pratiquement pas d'atmosphère pour les modérer. Son exosphère, le nuage ténu d'atomes émis par la surface, a une masse totale de quelques centaines de kilogrammes. Elle ne fournit aucune isolation thermique, aucun effet de serre, aucune convection, aucun temps. La chaleur arrive du Soleil, est absorbée par la surface sombre, puis est réémise dans l'espace. La surface est en équilibre thermique direct avec le rayonnement solaire, chaude là où le Soleil brille, froide là où il ne brille pas. Il n'y a pas de tampon, pas de délai, pas de pitié. L'absence d'atmosphère sur Mercure signifie également qu'il n'y a aucun son. Pas de vent, pas de rage, pas de chant d'oiseaux, pas de bruissement, aucun bourdonnement. Si vous vous teniez sur la surface de Mercure, le silence serait absolu. Un silence qui n'existe nulle part sur Terre, ni dans la grotte la plus profonde, ni dans la chambre anéchoïque la plus silencieuse. Les seules vibrations que vous percevriez seraient transmises par le sol sous vos pieds, et ce seraient les légers tremblements des Mercure Quake, le lent battement de cœur de contraction de la planète. Le cycle thermique que subit Mercure est si extrême qu'il affecte les matériaux de surface eux-mêmes. Les roches de Mercure sont soumises à des cycles répétés de chauffage et de refroidissement, allant de centaines de degrés au-dessus de zéro à des centaines en dessous, tous les 176 jours terrestres. Ce stress thermique décompose progressivement les roches de surface, créant un régolithe à grains fins, similaire à celui de la Lune, mais traité par des variations de température beaucoup plus extrêmes. Le régolithe est également continuellement bombardé par des micrométéorites, des particules du vent solaire et des rayons cosmiques à haute énergie, tous arrivant sans entrave par un quelconque bouclier atmosphérique. La surface de Mercure est l'une des plus irradiées, les plus soumises à des stress thermiques et les plus physiquement altérées du système solaire. Cet environnement thermique est extrêmement hostile pour les engins spatiaux. Messenger a survécu en orbite autour de Mercure pendant 4 ans en utilisant un pare-soleil en céramique pour protéger ses instruments de la radiation solaire directe, qui est jusqu'à 11 fois plus intense que sur Terre. Malgré cela, la sonde devait être soigneusement orientée en permanence pour garder le pare-soleil entre ses instruments et le Soleil. Bepi Colombo fait face à des défis similaires. Son module de transfert vers Mercure, qui a transporté les 2 orbiteurs vers Mercure, est équipé de panneaux solaires massifs qui doivent être maintenus à l'angle correct pour éviter la surchauffe tout en générant suffisamment d'énergie pour faire fonctionner les moteurs ioniques. L'ingénierie thermique requise pour faire fonctionner un engin spatial à Mercure est plus exigeante que pour toute autre destination dans le système solaire interne. Paradoxalement, il est plus difficile d'atteindre Mercure que d'atteindre Saturne. Non pas parce que Mercure est plus éloigné, mais parce que l'attraction gravitationnelle du Soleil
accélère les engins spatiaux vers lui, rendant extrêmement difficile de ralentir suffisamment pour entrer en orbite. Bepi Colombo a effectué 9 survols par assistance gravitationnelle, 1 autour de la Terre, 2 autour de Vénus et 6 autour de Mercure, au cours de 8 ans, réduisant progressivement sa vitesse afin d'arriver à Mercure avec une vitesse suffisamment faible pour que la faible gravité de la planète puisse l'attraper. C'est l'un des défis les plus complexes en mécanique orbitale dans toute la science planétaire. L'existence de Mercure remet en question notre compréhension de la formation du système solaire interne. Dans le modèle standard de formation des planètes telluriques, les 4 planètes rocheuses se sont formées à partir d'un disque de petits corps, planétésimaux et embryons planétaires, qui orbitaient autour du jeune Soleil dans le système solaire interne. À travers un processus de collision, de fusion et d'interaction gravitationnelle s'étalant sur des dizaines de millions d'années, ces petits corps ont été assemblés en les planètes que nous voyons aujourd'hui. Le modèle fonctionne raisonnablement bien pour Vénus, la Terre et Mars, produisant des planètes de masse à peu près correcte dans des orbites à peu près adéquates. Mais Mercure pose un problème persistant. Le modèle standard peine à produire une planète aussi petite que Mercure, située à 0,39 unités astronomiques du Soleil. La plupart des simulations échouent soit à former une planète à la position de Mercure, soit produisent une planète trop massive. Le problème est que le bord intérieur du disque protoplanétaire, proche du Soleil, aurait dû contenir suffisamment de matière pour construire une planète plus grande. Pourquoi Mercure a fini par être si petite et pourquoi elle a une composition si inhabituelle reste une question ouverte. C'est, en fait, l'un des problèmes non résolus les plus persistants dans l'étude du système solaire interne. Considérons le contexte plus large. Les 4 planètes terrestres présentent une gamme de masses remarquablement variée. Mercure ne représente que 5,5% de la masse de la Terre, tandis que Vénus en constitue 82%. Mars, à l'autre extrémité de la zone terrestre, représente environ 11%. Cette distribution n'est pas homogène. Il existe un énorme fossé entre Mercure et Vénus et un autre entre Mars et Jupiter. Ces lacunes reflètent les processus dynamiques qui ont façonné le système solaire interne, y compris l'influence gravitationnelle de Jupiter, la migration des planètes géantes et la phase finale chaotique d'accrétion. L'un des développements les plus importants de ces dernières années a été la reconnaissance que la formation de Mercure ne peut être comprise isolément. Elle doit être envisagée dans le cadre du problème plus large de la formation des planètes terrestres, un problème qui englobe également la faible masse de Mars, les tailles similaires de Vénus et de la Terre, et l'absence apparente de super-Terre dans notre système solaire. Ces caractéristiques sont toutes interconnectées à travers la dynamique du disque protoplanétaire et le façonnement gravitationnel des planètes géantes. Dans certains modèles, en particulier ceux qui évoquent l'hypothèse du Grand Tac, où Jupiter a migré vers l'intérieur puis vers l'extérieur au début de l'histoire du système solaire, le disque interne a été tronqué et appauvri par le passage de Jupiter, limitant ainsi la quantité de matériel disponible pour former Mercure. Dans ces modèles, la petite masse de Mercure est une conséquence naturelle du même processus qui explique la petite masse de Mars. Les 2 planètes se sont formées au bord d'un disque qui a été sculpté et appauvri par la migration des planètes géantes. Cependant, même dans ces modèles, la composition inhabituelle de Mercure, l'enrichissement en fer, la rétention des volatiles, l'énorme noyau, nécessitent une explication supplémentaire. La dynamique seule ne produit pas une planète riche en fer. Quelque chose d'autre a dû se produire, un impact, un processus thermique, une fraction chimique dans le disque, pour donner à Mercure son caractère distinctif. Certains modèles proposent que la petite taille de Mercure soit une conséquence du même processus qui a produit son grand noyau, un impact géant qui a non seulement éliminé du matériel du manteau, mais aussi une fraction significative de la masse totale de la planète. Dans cette perspective, Mercure était autrefois plus grande, et l'impact l'a réduite à son état actuel diminué. D'autres suggèrent que la petite masse de Mercure
reflète la quantité réelle de matériel disponible dans le système solaire interne. Si le disque protoplanétaire a été tronqué près de l'orbite actuelle de Mercure, peut-être par le champ magnétique du jeune Soleil ou par des épisodes précoces de dispersion du disque, alors il n'y avait tout simplement pas assez de matériel pour construire une planète plus grande. La petite masse et la composition riche en fer pourraient toutes deux être des conséquences de la formation à l'extrême bord intérieur du disque, où les conditions étaient extrêmes et les matériaux de construction disponibles étaient différents de ceux plus éloignés. La découverte de super-Mercure, des exoplanètes riches en fer avec des compositions similaires ou même plus extrêmes que celles de Mercure, a donné un nouvel élan à ces questions. Si Mercure est un accident unique, le résultat d'un impact géant unique et improbable, alors nous pourrions nous attendre à ce que les super-Mercures soient rares. Mais si l'enrichissement en fer est une conséquence naturelle de la formation près d'une étoile, alors les super-Mercures devraient être courantes, et comprendre Mercure devient essentiel pour appréhender une fraction significative de toutes les planètes rocheuses de la galaxie. Les données sont encore trop rares pour distinguer entre ces possibilités. Seuls quelques super-Mercures confirmés existent dans le catalogue des exoplanètes. Mais à mesure que la précision des mesures de masse et de rayon s'améliore, et que de nouvelles enquêtes planétaires découvrent davantage de planètes rocheuses avec des densités bien caractérisées, la population de mondes riches en fer est susceptible de croître. Mercure, en tant que seule planète riche en fer que nous pouvons étudier de près, restera la référence pour toute cette classe d'objets. La connexion va bien au-delà de la simple composition. Les processus qui ont façonné Mercure, les impacts géants, la photovaporisation, l'enrichissement en fer dans le disque interne, ne sont pas uniques à notre système solaire. Ce sont des processus planétaires génériques qui devraient se produire partout où des planètes rocheuses se forment. Chaque étoile avec un disque protoplanétaire possède une région interne chaude, où les températures favorisent la condensation riche en fer. Chaque système planétaire subit probablement des impacts géants durant la phase chaotique finale de l'assemblage des planètes. Chaque étoile jeune est entourée d'un vent stellaire intense, capable d'éliminer les débris du système interne. Si les planètes riches en fer sont courantes, et le catalogue croissant des super-Mercures suggère qu'elles pourraient l'être, alors comprendre Mercure n'est pas simplement une question de compléter notre inventaire du système solaire. C'est une question de compréhension d'un mode fondamental de formation des planètes. Mercure n'est pas un accident. Elle pourrait être un archétype, et pourtant, nous avons étudié Mercure moins que toute autre planète terrestre. Nous en savons plus sur la composition du sol martien que sur celle de la croûte de Mercure. Nous avons de meilleurs modèles tridimensionnels de l'intérieur de la Lune que de celui de Mercure. Nous n'avons jamais placé de sismomètre sur Mercure, jamais analysé un échantillon de roches mercuriennes, jamais déployé de stations météorologiques ou de magnétomètres à sa surface. La planète qui pourrait nous apprendre le plus sur la formation des planètes rocheuses est celle que nous avons explorée le moins. Cette disparité n'est pas le résultat d'une indifférence, c'est le résultat de la physique. Mercure est tout simplement la planète terrestre la plus difficile à atteindre. Sa proximité avec le Soleil crée un énorme puits gravitationnel que les sondes spatiales doivent surmonter. L'environnement thermique est impitoyable. Les distances de communication, bien que non extrêmes, sont compliquées par la nécessité d'éviter de pointer les antennes vers le Soleil. Chaque aspect d'une mission vers Mercure, propulsion, contrôle thermique, énergie, navigation, communication, est plus difficile que l'équivalent pour une mission vers Mars ou Vénus. Bepi Colombo est maintenant en approche finale de Mercure. Après un voyage de plus de 8 ans, incluant un survol de la Terre, 2 de Vénus et 6 de Mercure, la mission européenne-japonaise a achevé sa dernière manœuvre d'assistance gravitationnelle en janvier 2025 et utilise désormais ses propulseurs ioniques pour réduire lentement sa vitesse en vue de l'insertion orbitale prévue en novembre 2026. Une fois en orbite, les 2 sondes de la mission, l'orbiteur planétaire de Mercure de l'ESA
et l'orbiteur magnétosphérique de Mercure de la JAXA se sépareront et commenceront leurs orbites indépendantes autour de la planète. Ensemble, elles réaliseront l'étude la plus complète de Mercure jamais entreprise. L'orbiteur planétaire de Mercure cartographiera la surface à haute résolution, mesurera la composition des roches et du sol, explorera l'intérieur de la planète à travers des mesures gravitationnelles et topographiques et recherchera des processus géologiques actifs. Son instrument MERTIS, un spectromètre infrarouge thermique, a déjà renvoyé les premières observations détaillées de la surface de Mercure dans l'infrarouge moyen lors des survols de la mission, révélant la planète dans une gamme de longueurs d'onde jamais observée de près auparavant. L'orbiteur transporte également un radar de sondage sous surface qui pourrait détecter des structures géologiques enfouies. L'orbiteur magnétosphérique de Mercure caractérisera le champ magnétique de la planète, sa magnétosphère et son exosphère avec un niveau de détail sans précédent. Évoluant dans une orbite hautement elliptique qui l'éloigne de la planète avant de passer près de la surface, il échantillonnera différentes régions de la magnétosphère et mesurera l'interaction entre le vent solaire et le bouclier magnétique de Mercure. Combiné aux mesures de l'orbiteur planétaire provenant de son orbite plus basse et plus circulaire, les deux sondes fourniront une image tridimensionnelle de l'environnement magnétique de Mercure. La mission est conçue pour durer 1 an en orbite, avec une possible extension d'1 an. Pendant cette période, elle tentera de répondre aux 5 questions scientifiques principales qui ont guidé l'exploration de Mercure depuis Mariner 10. Quelle est l'origine de la densité anormale de Mercure? Quelle est l'histoire géologique de la planète? Quelle est la structure et l'origine de son champ magnétique? Quelle est la structure et la dynamique de sa magnétosphère? Et quelle est la composition et l'origine de ses dépôts de glace polaire? Chacune de ces questions est liée à des thèmes plus larges en sciences planétaires. L'origine de la densité de Mercure éclaire les mécanismes de formation des planètes rocheuses partout dans l'univers. L'histoire géologique nous renseigne sur l'évolution des planètes à plaques uniques sur des milliards d'années. Le champ magnétique révèle la dynamique des dynamos planétaires dans des cœurs riches en fer. La magnétosphère offre un laboratoire pour étudier comment de petits champs magnétiques interagissent avec le vent solaire, ce qui est pertinent pour comprendre les atmosphères des exoplanètes rocheuses en orbite proche de leurs étoiles. Et les dépôts de glace polaire relient l'histoire de Mercure à la question plus large de la distribution et de la préservation de l'eau dans tout le système solaire. Mercure est la planète terrestre la moins explorée. Mariner 10 n'a observé même pas la moitié de sa surface. Messenger a cartographié l'ensemble du globe, mais a opéré dans une orbite très excentrique, limitant sa couverture de l'hémisphère sud. Lors de ses survols, Bepi Colombo a déjà renvoyé des aperçus fascinants. Ses caméras de surveillance ont capturé des images rapprochées de la surface cratérisée de Mercure, révélant des détails à des échelles jamais photographiées auparavant. Lors du 5e survol en décembre 2024, l'instrument MERTIS a observé Mercure dans la lumière infrarouge moyenne pour la première fois, révélant l'émission thermique de la planète dans des longueurs d'onde capables de distinguer différentes compositions minérales. Lors du 6e et dernier survol en janvier 2025, les caméras ont photographié des cratères en nombre permanente près du pôle Nord, y compris Prokofiev, Kandinsky et Tolkien, les mêmes cratères où l'on pense que de la glace d'eau réside. Ces images, prises à une distance de seulement 295 km de la surface, sont parmi les plus proches vues des régions polaires de Mercure jamais obtenues. Bepi Colombo, avec ses orbites polaires et sa suite de 16 instruments, fournira la vue la plus complète et la plus détaillée de Mercure que nous ayons jamais eue. Et au-delà de Bepi Colombo, il n'y a actuellement aucune mission approuvée vers Mercure. Pas de plan pour un atterrisseur, pas de plan pour un sismomètre, pas de plan pour un retour d'échantillons. Mercure reste la planète terrestre la plus difficile à atteindre, la plus complexe à explorer et la moins visitée. C'est un monde que nous avons entrevu, brièvement,
à travers les fenêtres de sondes spatiales passantes, mais que nous n'avons jamais véritablement explorées. Prenons maintenant du recul et considérons ce qu'est Mercure. C'est la plus petite des planètes, la plus battue, la plus riche en fer, la plus thermiquement extrême, la plus excentrique dans son orbite, la plus rapide dans sa révolution, la plus proche du Soleil. La dernière des planètes terrestres à être étudiée par une sonde en orbite. Et peut-être la plus paradoxale, un monde où la glace d'eau survit dans l'ombre permanente à la surface d'une planète qui atteint 430 degrés Celsius à la lumière du Soleil. Mercure est une planète de contradiction. Feu et glace, séparés par rien de plus que l'angle d'un rebord de cratère. Un champ magnétique qui ne devrait pas exister, généré par un noyau qui aurait dû se solidifier. Une surface qui se contracte encore sur une planète que l'on pensait autrefois géologiquement morte. Des composés volatiles dans la croûte d'un monde qui orbite plus près du Soleil que tout autre corps du système solaire. Et au cœur de toutes ces contradictions se trouve le noyau, cette immense et anormale sphère de fer qui constitue 85% du rayon de la planète et 70% de sa masse. Un noyau qui pourrait être le vestige d'un impact catastrophique ayant arraché un monde de roches, ou le produit d'une série violente de collisions éclairs avec les jeunes planètes intérieures, ou le résultat naturel de la formation à partir de matériaux enrichis en fer dans la région la plus chaude et extrême du disque protoplanétaire. Nous ne savons pas quelle histoire est vraie. Chacune d'elles nous révélerait quelque chose de différent sur la manière dont le système solaire a été construit et sur la façon dont les planètes rocheuses se forment autour d'autres étoiles. Mercure est le plus petit des mystères du système solaire et la plus ancienne de ces questions. Elle est visible dans notre ciel depuis l'aube de la civilisation, nommée par les anciens, observée par chaque culture qui scrutait les cieux. Et pourtant, elle demeure, à bien des égards, inexplicable. Son noyau surdimensionné, son manteau manquant, son impossible glace, son champ magnétique obstiné, sa peau rétrécissante. Chaque planète a une histoire. L'histoire de Mercure est celle des extrêmes, d'un monde poussé aux limites de ce que nous pensions qu'une planète rocheuse pouvait être, et ensuite poussé encore plus loin. C'est un cas d'étude pour nos modèles de formation planétaire, un point de calibration pour notre compréhension des mondes riches en fer, et un rappel que les plus petits résidents du système solaire sont souvent les plus révélateurs. Bepi Colombo arrivera en novembre 2026. Ces instruments s'éveilleront en orbite autour d'un monde qui attend depuis 4,5 milliards d'années d'être compris. Et lorsque les données commenceront à affluer, lorsque les cartes de surface se préciseront, lorsque les modèles de champs magnétiques convergeront, lorsque les mesures de composition révéleront de quoi Mercure est réellement faite, nous pourrions enfin apprendre si cette planète est le corps dénudé d'un monde plus grand, ou l'enfant lourd de fer de la nébuleuse solaire interne, ou quelque chose d'autre entièrement que personne n'a encore imaginé. Jusqu'à ce moment-là, Mercure orbite en silence, plus proche du Soleil que tout autre corps, plus petite que les lunes des géants, plus dense que n'importe quel monde de sa taille devrait l'être. Mercure nous enseigne que la taille n'est pas une mesure de signification. La plus petite des planètes porte certaines des plus grandes questions en sciences planétaires. Comment se forment les planètes rocheuses? Qu'est-ce qui détermine le rapport de fer à roche dans un monde? Comment fonctionnent les dynamos planétaires dans de petits noyaux riches en fer? Combien de temps une planète peut-elle rester tectoniquement active en refroidissant? D'où vient l'eau du système solaire et où survit-elle? Chacune de ces questions a des implications qui vont bien au-delà de Mercure, vers les milliers d'exoplanètes rocheuses découvertes autour d'autres étoiles, vers la compréhension de l'intérieur de notre propre Terre, vers la physique fondamentale de la manière dont les mondes sont assemblés à partir de poussière et de gravité. Nous avons passé des décennies à étudier Mars, cherchant des signes d'eau passée et de vie. Nous avons envoyé orbiteur après orbiteur vers Vénus, essayant de comprendre comment la jumelle de la Terre est devenue inhabitable. Mais Mercure,
la planète qui remet le plus directement en question nos modèles de formation, la planète dont le noyau de fer surdimensionné n'a pas d'explication satisfaisante, n'a reçu que 2 missions orbitales dans toute l'histoire de l'exploration spatiale. Cela est sur le point de changer. Mais le changement se fait lentement, à la vitesse des moteurs ioniques et des assistances gravitationnelles, mesurées en années et en décennies. Une planète qui tient dans la paume du système solaire. Une balle de canon, marquée et ancienne, encore en train de refroidir, encore en train de se contracter, gardant encore ses secrets à l'ombre du Soleil. Il y a quelque chose de poignant dans la position de Mercure dans le système solaire. C'est la planète la plus proche du Soleil, la plus illuminée, la plus irradiée, la plus exposée de tous les mondes. Et pourtant, c'est aussi la plus ombragée. Ces cratères polaires n'ont pas vu la lumière du Soleil depuis leur formation. Son côté nuit, durant la longue nuit mercurienne, plonge dans un froid qui rivalise avec celui du système solaire extérieur. La planète qui vit le plus près du feu est aussi celle qui connaît le plus profond des froids. Mercure ne réclame pas notre attention. Il est petit, difficile à voir, difficile d'accès et complexe à étudier. Il n'a pas d'anneaux spectaculaires, pas d'atmosphère épaisse, ni de signes évidents de vie passée ou présente. Il n'offre aucune promesse de colonisation future, aucune ressource digne d'exploitation, aucun paysage qui inspirerait une carte postale. À tous égards, il est, de loin, la planète la moins glamour du système solaire. Pourtant, la science n'est pas attirée par le glamour. Elle est attirée par les anomalies, par les choses qui ne s'intègrent pas, par les données qui brisent les modèles et nous forcent à repenser nos certitudes. Et à cet égard, Mercure est l'une des planètes les plus importantes que nous connaissions. Son noyau surdimensionné remet en question la théorie de la formation des planètes. Son champ magnétique défie la théorie du dynamo. Ces glaces polaires interrogent nos hypothèses sur l'habitabilité et la préservation des volatiles. Sa surface en contraction remet en question notre compréhension de l'évolution thermique des planètes. Chaque mystère que Mercure nous présente est une fissure dans nos modèles, et chaque fissure est une occasion de construire quelque chose de meilleur. La plus petite des planètes est le plus grand des casse-têtes, et ce casse-tête est loin d'être résolu. Mais peut-être est-ce ainsi que cela devrait être. L'histoire de la science planétaire est une histoire de surprises révélées par des mondes que nous pensions comprendre. Mars, supposée morte, s'est avéré avoir eu des rivières et des lacs. Vénus, imaginée comme un paradis tropical, s'est révélée être un enfer. Pluton, rejeté comme un rocher gelé, a montré un cœur de glace azoté et une atmosphère qui fluctue avec les saisons. Et Mercure, petite, malmenée, considérée comme un monde mort trop proche du Soleil pour être intéressant, s'est révélée être l'une des planètes les plus géologiquement actives, compositionnellement extrêmes et scientifiquement significatives que nous connaissions. L'univers a une manière de récompenser ceux qui scrutent les endroits que personne d'autre ne prend la peine d'examiner. Mercure est ce genre d'endroit, négligé, sous-estimé, et pleine de réponses à des questions que nous n'avons pas encore appris à poser. 4,5 milliards d'années d'histoire, 58 millions de kilomètres du Soleil, un monde de fer et d'ombre, de feu et de glace, de cratères anciens et de scarpes jeunes, pris dans une lente valse 3-2 avec l'étoile la plus proche. Mercure nous attend depuis avant notre existence. Et maintenant, enfin, nous venons écouter. Et plus nous écoutons attentivement, plus elle se révèle.